Bonjour, je m'appelle Robert Roussel, je suis l'auteur de 2 ouvrages qui n'ont pas beaucoup de lien avec toutes les affaires psy et un peu paranormales dont on vient d'entendre parler, ainsi que ce matin. Je suis journaliste caméraman à France 3 Aquitaine. Je suis un spécialiste, si vous voulez, des recherches, entre guillemets, du GEPAN. Je me suis spécialisé dans les observations militaires. Je suis un des rares caméramans à être accrédité, à monter dans les avions de chasse de l'armée de l'air, ce qui m'a permis, si vous voulez, pendant 20 à 25 ans, d'avoir des confidences de pilotes. Et ça m'a permis de faire mon premier livre qui s'appelait OVNI, la fin du secret, ou les dossiers confidentiels de l'armée de l'air. À la suite de quoi, je me suis attelé en 1977 à la création, lors de la création du GEPAN, un petit peu sur les traces des chercheurs du CNES. J'avais su me rendre crédible avec mon premier livre et j'ai suivi de très près les démarches de M. Alain Sterle, pas celle de Claude Poher, et celle de Jean-Jacques Velasco ensuite. Et ça m'a permis d'écrire un deuxième livre qui s'appelait « Les vérités cachées de l'enquête officielle ». Alors j'ai fait part de mes différentes interrogations après justement la découverte d'éléments disons matériels faits par le GEPAN, et je posais la question dans mon livre, pourquoi la communauté scientifique ne s'intéresse-t-elle pas à une étude qui donne lieu à des choses aussi positives. Et ce livre sortait en même temps que celui du représentant Jean-Jacques Velasco, et à la suite de quoi, eh bien, j'ai posé des questions dans ce livre, notamment sur l'affaire de Trans-en-Provence et sur celle de la Marante. Alors, contrairement à ce que vous avez entendu dire dans différentes transmissions, il existe des éléments d'observation qui sont corrélés par ou des traces radar ou des traces au sol. Ce qui fait que le phénomène OVNI n'est pas seulement cette nébuleuse psychologique dans laquelle on essaie de l'enfermer, ou sociologique, c'est selon les professions de chacun. Nous avons eu un psychologue qui a proposé une solution psychologique. Ce matin, j'entendais parler des gens sur le paranormal. Monsieur Morisson qui parlait, disait qu'il n'existait pas de recherche réelle sur le phénomène OVNI. En France, nous avons eu la chance d'avoir un organisme officiel au sein du CNES qui a tenté de poser les jalons de cette recherche. Et si vous avez pu suivre cette étude, vous aviez possibilité d'acheter des notes d'information du CNES qui transmettaient les informations de ces chercheurs. Donc, il est absolument faux de prétendre que le phénomène OVNI ne donne pas lieu à des recherches scientifiques. Il est vrai que ces recherches dérangent beaucoup la communauté scientifique et que celle-ci se refuse à intégrer bien souvent les paramètres qui sont découverts. C'est la raison pour laquelle les gens pensent, de par le silence du phénomène OVNI, qu'il n'existe absolument pas de composantes physiques sur ce phénomène. Je suis journaliste professionnel et je peux vous dire une chose, c'est que les gens me posent toujours la même question. Pourquoi ne voit-on plus d'OVNI ? D'abord, je vais vous dire une chose, on en voit, et si vous êtes membre d'une association, vous savez qu'il y a des témoignages qui sont faits de manière permanente, mais ce phénomène a, je ne dis pas le pouvoir de se dissimuler, mais de se présenter sous des manières tellement évanescentes que les marques, les traces, les témoignages ne sortent pas de ce schéma classique que nous rencontrons depuis à peu près une quarantaine d'années, c'est-à-dire une lueur, c'est-à-dire un témoignage fait par une seule personne, c'est-à-dire une photo floue, c'est-à-dire un enregistrement radar qui sera localisé et engrangé par l'armée de l'air, mais qui n'ira certainement pas se promener sur les journaux. Donc vous avez toute une partie du phénomène qui, depuis 40, 50 ou même 60 ans, présente toujours les mêmes paramètres. Les journalistes professionnels que je fréquente et dont je suis, quand ils voient dans la presse locale, c'est ce qui se passe généralement, un fait OVNI, ne prennent même pas le temps de le répercuter sur le plan national, parce que ce sont toujours les mêmes histoires. Et ensuite, quand vient se greffer
sur une de ces histoires un témoignage faisant état d'une rencontre ou d'un contact, et que ce contact s'établit sur une seule personne, les journalistes rejettent ce témoignage, car ils ont besoin pour faire un compte-rendu de plusieurs personnes, de plusieurs éléments, et quand ils ne le rencontrent plus, et c'est ce qui se passe généralement, ils préfèrent éliminer le témoignage. Voilà. Et moi, je pense que on trouve une explication dans cette absence du phénomène dans les journaux et dans les différents commentaires que n'en fait plus la télévision ou la radio. Je peux vous donner des informations relatives à la poursuite de l'enquête officielle. Fin septembre, le GEPAN a été remplacé par un GIPA, un comité de pilotage qui est installé et qui a pour but, si vous voulez, de continuer un petit peu l'investigation au niveau des rapports et des observations. Mais ce comité de pilotage a été installé avec comme président un monsieur qui s'appelle Yves Sillars. Ce monsieur Yves Sillars a été l'un des responsables, il se présente comme tel, de la création du GEPAN. Il a donné récemment une interview au journal Sud-Ouest dans laquelle il s'interrogeait la raison pour laquelle les Américains apparemment ne poursuivaient plus d'études et de recherches sur le phénomène OVNI. Et il en conclut, ce monsieur est polytechnicien, il a été responsable du programme Concorde, il a été responsable de la mise en place des fusées Ariane. Il s'interroge sur la poursuite et la mise en sommeil du dossier américain, et il en conclut qu'il se passe certainement des événements, mais qu'ils sont maintenus dans le secret. Alors Yves Sillars, moi je lui pose cette question: pourquoi vous, qui étiez un grand responsable au sein du GEPAN, qui était même un des responsables au sein du CNES, vous n'avez pas vous-même, alors que maintenant vous êtes à la retraite et que vous devenez un des responsables du GIPA, pourquoi vous n'êtes pas intervenu sur les médias alors que vous aviez des responsabilités au plus haut niveau au sein du CNES? Je vous parle de ce détail, pourquoi? Parce que maintenant on sait qu'il a existé, il s'est créé il y a quelques années un groupement qui s'appelait le COMETA. Le COMETA était composé de personnalités de la recherche, mais surtout des militaires, des anciens généraux, qui ont fait un rapport qui porte le nom COMETA. Et dans ce rapport, ils se disaient prêts à intervenir sur le domaine de leurs compétences pour élargir au public l'information. Le problème du COMETA, c'est comme le problème de M. Yves Sillars, c'est qu'il est animé par des anciens responsables au plus haut niveau qui avaient la responsabilité de groupes d'armée, d'industrie, de recherche. Et ces gens, une fois à la retraite, se regroupent pour dire les ovnis, c'est très important, il faut faire quelque chose. Voilà la raison pour laquelle, en France, le phénomène OVNI est toujours marginalisé, n'occupe plus les médias, et s'il les occupe, c'est pour être discrédité, comme vous pouvez le voir dans les différents articles qui sont publiés sur cette réunion de Châlons-en-Champagne. Vous avez des gens qui disent l'ufologie est en perte de vitesse, l'ufologie est en train de se casser la figure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à voir, et les gens qui parlent d'OVNI ne sont pas sérieux. Voilà, c'est un petit peu ma présentation que je voulais vous donner du phénomène en tant que journaliste que je voulais vous faire. Si vous avez quelques questions sur ma démarche de journaliste qui a investigué auprès du CNES, voilà, je peux y répondre. Je voulais vous préciser l'impression que j'ai ressentie par rapport aux films et des documents vidéo que l'on retrouve par centaines maintenant sur les différents CD qui sont proposés au public. Si vous faites vous-même une photo ou un film vidéo sur une observation, je me souviens, il y a à peu près 40-50 ans, il y avait un hebdo qui s'appelait Radar, qui proposait 1 million, qui s'apprêtait à donner 1 million à une personne qui aurait photographié un OVNI. Maintenant, vous êtes témoin d'un phénomène OVNI. On possède tous un petit appareil photo, une petite caméra miniature. Vous allez être témoin d'un événement OVNI, vous allez le photographier, et vous avez l'impression que vous avez décroché la timbale. Cette photo, cet OVNI, vous pouvez le proposer à tous les journaux, ils ne vous la prendront pas, ils ne la
considéreront pas crédible, même si vous êtes la personne la plus crédible, parce que nous sommes maintenant à une époque où les appareils numériques permettent tous les trafics inimaginables que vous souhaitez. Et il y a une chose qui est encore plus importante, c'est que les militaires se sont dotés de petits instruments qui s'appellent les drones, qui sont maintenant des brouilleurs du signal OVNI. Vous pouvez maintenant, je ne dis pas acheter, mais vous pouvez posséder un drone. Un drone, c'est un petit appareil de reconnaissance, excusez-moi, je dois aller plus loin, qui permet la visualisation à une certaine altitude d'un site de combat ou d'un lieu de prise d'otage. Vous avez des drones, généralement, qui sont aussi volumineux que des petits avions de modèle réduit. Vous en avez qui sont pas plus gros que des avions des petits avions de tourisme, mais vous avez des drones maintenant qui sont pas plus gros qu'une feuille de papier. Vous avez même des drones qui vont devenir aussi gros qu'un insecte. Vous avez maintenant des commandos qui sont équipés dans leur sac à dos de petits drones qui pourront faire le tour des bâtiments, leur permettre d'identifier les tireurs, les snipers. Donc ces drones qui commencent à peupler le ciel, il y a un récit qui est très, très connu. Ben Laden, à une époque, a failli être éliminé physiquement par un drone de la marine. Si la marine avait obtenu le feu vert du président, ce drone aurait pu éliminer Ben Laden. C'est pour vous dire que les drones qui maintenant constituent l'armada des militaires va brouiller le signal OVNI. Et les drones sont constitués de toutes les formes possibles et imaginables. Donc vous avez l'impression qu'avec votre appareil photo, vous venez de faire un document extraordinaire. Si ça se trouve, vous n'avez photographié qu'un drone. C'est la raison pour laquelle les journalistes, les spécialistes de l'armement ne considéreront pas votre document comme quelque chose de grande valeur. Et vous n'obtiendrez pas la fortune que vous pouvez imaginer en vendant une photo ou un document OVNI. Voilà, c'est le complément que je voulais vous donner. Les drones existent, mettons, depuis une vingtaine d'années. Les premiers drones étaient en essai il y a une trentaine d'années. Ils étaient volumineux, je vous dis, comme un avion de tourisme. Vous avez une idée de ce qu'un drone peut faire. Maintenant, vous avez des caméras qui sont équipées pour les films à grand spectacle, qui sont portées par des petits hélicoptères et qui donnent des impressions de mouvement et de travelling extraordinaires. Vous avez des batailles qui sont reconstituées et qui sont vécues à l'intérieur du mouvement grâce à ces appareils, à ces hélicoptères miniatures. Donc le drone, ça s'inspire, si vous voulez, des petits appareils miniatures que vous pouvez trouver dans les démonstrations que l'on voit dans les rassemblements de gens qui manipulent des petits avions et des modèles réduits. Toute la symbolique, toute la technologie s'est inspirée d'ailleurs de ces engins qui sont pilotés par des amateurs, et c'est la miniaturisation des moyens de télévision qui permet maintenant d'obtenir cette technologie extraordinaire qui vous fait filmer sans que vous le sachiez et qui vous met en danger si vous êtes un terroriste embusqué. Absolument. Absolument. Les drones sont susceptibles de faire du surplace, absolument. Ils ont des pouvoirs de localisation dans les différentes longueurs d'onde. Ils ont des pouvoirs de grossissement qui sont absolument visualisés par les personnes qui les conduisent. Un drone c'est un appareil qui est piloté par un spécialiste qui se trouve dans un centre de combat. Ce spécialiste a la visualisation caméra du terrain survolé. Il est susceptible de focaliser à un endroit particulier. Il donne le détail de l'endroit qu'il visualise. Et vous avez maintenant des drones, comme je vous l'expliquais pour Ben Laden, qui sont équipés d'armements très sophistiqués et qui peuvent détruire la cible désignée par le drone. Et c'est la personne qui reçoit les images et les différents paramètres envoyés par le drone qui anime l'élément de combat du drone. Le témoignage OVNI étant le signal, le bruit de fond étant
tous les paramètres qui font que le signal, c'est-à-dire l'OVNI, disparaît dans le bruit de fond. Les drones constituent précisément ce bruit de fond. L'armée américaine, effectivement, a fait des essais et on peut imaginer qu'il y a des drones qui ont été pris par les témoins pour des ovnis, mais les drones n'existent pas que dans l'armée américaine. La France est équipée. Je vous dis, je suis donc un spécialiste des reportages aériens et bien entendu, je passe ma vie sur les bases aériennes. Vous avez à Cazaux et à Mont-de-Marsan, surtout à Cazaux, vous avez des drones, des drones qui équipent l'armée française et qui font des visualisations des différents lieux de combat, notamment en Afghanistan, où il y a les unités du commandement des opérations spéciales, des COS, qui font des comptes rendus et qui font la visualisation des différents centres où on recherche les talibans ou peut-être Ben Laden. Les drones sont la chose que vous allez de plus en plus rencontrer et il y a, je vous dis, les unités d'intervention. On imagine maintenant de plus en plus des combats qui se dérouleront dans les villes. Vous avez des unités d'intervention qui sont susceptibles de visualiser un quartier par un petit drone dont un homme aura transporté dans son sac l'élément et qui visualiseront au-dessus des toits le départ des tirs. Donc les drones sont minuscules. On parle maintenant de drones entre guillemets qui ne seraient pas plus gros que des insectes. C'est vous dire que vous allez être surpris de croiser dans votre vie de plus en plus des éléments bizarres qui vont vous côtoyer et qui n'auront rien du phénomène OVNI, mais qui vous, en tant que personne ne connaissant pas ces possibilités, vous définirez comme étant des ovnis. Les militaires qui recevront votre information la consigneront, la gendarmerie la transmettra à l'armée de l'air, l'armée de l'air repartira vers les unités qui lancent les drones et elle pourra identifier précisément ce que vous avez vu. Mais vous risquez de ne pas le savoir, parce que les drones sont des appareils qui ont des missions secrètes et qui, moins on donne d'informations sur ces missions, eh bien mieux on se porte pour la défense. Alors il y a des tas de formes. Moi je vais vous dire une chose, la première fois que j'ai vu un fer à repasser voler, j'ai été très surpris. Mais vous pouvez faire voler ce que vous voulez. Il suffit de donner l'énergie nécessaire pour que ça vole. Et vous avez un salon qui se trouve, je crois, en Allemagne, où vous avez des gens qui font voler n'importe quoi, des poubelles, un lit, un fer à repasser. Moi, j'ai vu voler un fer à repasser. Le type avait simplement installé un système qui permettait de donner la puissance nécessaire pour que ce fer vole. Il volait pas. Il faisait un bond, il se cassait la figure, etc. Il suffit de donner la morphologie, la technologie qui va et l'énergie qui convient pour que vous puissiez faire voler n'importe quoi. Ce qui fait que les drones sont des choses qui peuvent prendre toutes les formes. Et je vous dis, le type qui a son drone dans son sac à dos, le drone a une forme rectangulaire, je crois. Il est activé par un petit moteur avec une énergie très puissante. Il est activé par un système radio. Il envoie ses images. Le type récupère les images, regarde la localisation du tir, et il peut, à ce moment-là, demander un tir ou par hélicoptère, ou par avion de chasse, ou lui-même, s'il a les moyens de répondre tout de suite avec ses tirs personnels, il tire sur la cible que lui a désigné le drone. Les drones prennent toutes les formes que vous pouvez imaginer, parce qu'il suffit de mettre l'énergie qui convient pour que ça vole. Alors, excusez-moi, mais il y a des drones électriques qui sont parfaitement silencieux. Effectivement, vous avez raison, ce qui caractérise le phénomène OVNI, ce sont les apparitions silencieuses, mais on arrive maintenant à faire des avions de chasse et à faire des avions même de transport qui sont hyper silencieux. Il suffit que vous vous trouviez dans le sens contraire du vent pour que le bruit de l'objet qui vient vers vous vous paraisse tout à fait inexistant. Donc le bruit de fond effectif de la vie normale couvre tellement les bruits normaux que vous pouvez voir apparaître même un drone avec un bruit très léger, et ce drone vous paraîtra silencieux. Alors moi je vous parle des drones, mais je vous avoue humblement que je ne suis pas un spécialiste des drones, mais j'ai obligatoirement lu ces choses-là et j'en ai pris conscience effectivement en allant à Cazaux où on m'a transmis des dossiers sur les drones, et je sais que c'est certainement
la technologie militaire qui va se développer, mais effectivement, le phénomène OVNI, ce ne sont pas des drones. Et je suis bien placé pour le savoir, puisque je vous dis, je suis un des journalistes qui a eu accès au dossier de l'armée de l'air. Je suis même le journaliste qui a menacé l'armée de l'air de révéler qu'elle possédait un dossier. Et grâce à mon petit système, nous possédions, avec Francine Muchy, nous faisions un film il y a à peu près une trentaine d'années sur le phénomène OVNI. Je possédais le seul rapport de pilote d'avion de l'armée de l'air ayant déclaré avoir vu un OVNI, était centralisé dans la région de Metz, qui est une grande base. Il y a des grandes bases aériennes, et je possédais un double de ce rapport. Et l'armée de l'air que j'avais sollicité, c'était la gendarmerie qui à cette époque médiatisait. L'armée de l'air était sollicitée pour savoir ce qu'elle possédait, m'a répondu: nous n'avons rien et nous ne communiquons pas sur le dossier OVNI. Je possédais un rapport, j'ai dit au responsable de l'armée de l'air de la base de Metz, j'ai dit, eh bien, nous filmerons ce rapport et nous dirons, l'armée de l'air ne communique pas. 15 jours plus tard, l'armée de l'air a dit, on vous reçoit pour une interview. C'était une époque, effectivement, où la médiatisation commençait à se faire auprès des militaires, car nous vivions en 73, une période où Jean-Claude Bourret s'était rendu très célèbre par une émission qui s'appelait Pas de panique, où il révélait ses différentes enquêtes. Et alors l'armée de l'air sentait qu'à l'époque il y avait peut-être quelque intérêt à médiatiser, d'autant plus que nous connaissions par le biais des chercheurs américains l'existence de rapports de pilotes américains. Donc l'armée de l'air s'est dit, après tout, ce type va passer ce film avec ce rapport et peut-être qu'on va avoir des ennuis. Et ils ont donc médiatisé, et nous avons obtenu l'interview du colonel Alexis, qui à l'époque nous a donné accès au bureau prospective et études au boulevard Charles-Victor, à l'état-major de l'armée de l'air. Et là, moi, je suis le premier journaliste à avoir lu une trentaine de rapports qui s'étalaient de 1947 à 1973 d'observations faites par des pilotes. Et à l'époque, comme pour revenir à la question de monsieur, il n'existait pas de drone qui pouvait donner l'impression qu'il s'agissait d'OVNI. Et effectivement, le phénomène OVNI n'est pas fait que par les drones. Il y a, moi, je vous parlais de drones pour vous prévenir qu'il va y avoir, dans les décennies à venir, un signal qui va être brouillé par la présence des drones. Et effectivement, il y a autre chose derrière. Et je suis bien placé pour le savoir, car j'étais à côté d'Alain Esterle quand il était le chercheur officiel du CNES qui essayait de se dépatouiller avec Trans en Provence. Car les gens qui connaissent le phénomène OVNI savent que Trans en Provence est le témoignage d'un brave homme qui a vu un OVNI frapper le sol avec une trace qui a été analysée par les scientifiques. Et l'affaire de la Marante, qui est encore mieux, c'est un scientifique qui a vu survoler un massif d'amarante par un objet qu'il a vu à 2-3 mètres, qui avait la forme d'un œuf du ovoïde, comme il expliquait. Il y avait un volume de 80 cm, de 1,20 m à 80 cm. La partie du milieu inférieur ressemblait à du beryllium. La partie supérieure était transparente, et il voyait comme à l'intérieur une sorte de gel qui bougeait et qui ressemblait, qui avait la couleur bleue des mers du Sud. Donc ce monsieur a transmis son information à la gendarmerie, et les chercheurs du CNES sont venus très rapidement, et ils ont analysé le pied d'amarante, et ils ont découvert qu'il y avait un traumatisme sur les végétaux qui montrait bien que cet homme, qui était un chercheur qui n'aime pas médiatiser du tout son affaire, eh bien il y a un phénomène physique incompréhensible qui s'est produit à cet instant. Donc quand je vous parle des drones, je vous en parle que comme une possibilité d'interprétation et de méprise dans le futur qui va venir. Ah ben attendez, le phénomène OVNI, à mon avis, si je vous donne mon sentiment personnel, nous n'obtiendrons jamais la vérité. Pour moi, c'est un état de conscience parallèle. Excusez-moi, je vais heurter beaucoup de gens. Pour moi, ce serait très bien pour nous, parce que nous rêvons, nous aimerions que la vie soit faite de gens nous sommes un peu seuls sur cet univers où il y a des milliards de galaxies. On aimerait bien rencontrer nos semblables. Et c'est vrai que cette chose-là se produira peut-être un jour. Mais le phénomène OVNI, selon moi,
fait partie de ces états de conscience qui sont parallèles aux nôtres et qui ne se rejoindront jamais. Moi, je prends un peu l'exemple, vous savez, des Espagnols qui ont envahi l'Amérique du Sud avec leur civilisation, et nous savons ce que ça a donné sur le plan des rencontres avec les Incas, avec les civilisations d'Amérique du Sud. Ces civilisations ont été massacrées, et c'est une civilisation qui s'est imposée à une autre. Moi, je pense que le phénomène OVNI, nous avons peut-être la chance qu'il ne nous rencontre jamais. Nous sommes un peu comme les fourmis qui voient les humains de manière intemporelle, qui les voient un petit peu de manière impromptue, qui pourraient faire une analyse sur ce doigt qui vient bouleverser la fourmilière, mais qui sont incapables d'imaginer qu'au bout du doigt, il y a une chose encore plus extraordinaire. Nous voyons la fourmilière, nous l'étudions, nous la regardons. Eh bien, nous sommes dans le même état que les fourmis qui regardent les humains qui viennent perturber la fourmilière. Et je pense que, pour moi, c'est un peu la solution du phénomène OVNI. C'est tout au moins l'image que je me donne de la conclusion que je donne au phénomène OVNI. C'est une réponse personnelle sur ce phénomène. Mais c'est une hypothèse que je me brosse, mais ma démarche à moi, elle est beaucoup plus rigoriste dans la mesure où je suis plus intéressé par les faits, par la matérialité des faits, par la qualité des témoins, et c'est le rassemblement de ces témoignages qui sont ou des pilotes ou des témoins qui eux-mêmes se crédibilisent. Quand un témoin qui peut être charbonnier, qui peut être cantonnier, a vu un phénomène qui avant n'a jamais manifesté de dérangement psychologique particulier, qui après le phénomène ne manifeste également aucun dérangement psychologique particulier, qui reste l'homme qu'il a été, quoique certains prétendent que lorsqu'on a été mis en contact avec un phénomène OVNI, on est transformé soi-même. C'est une chose que les dossiers OVNI détenus par le CNES ne montrent pas, ça je vous le dis une chose. Toute la fantasmagorie développée autour du phénomène, pour les scientifiques qui l'étudient, elle n'a pas la réalité que certains lui trouvent ici. Donc, si vous voulez, moi c'est cet aspect de matérialité et de preuve dans le sens scientifique, peut-être un peu limité que ça veut dire, qui m'intéresse. Et je sais que c'est cette partie-là qui permettra à la science de s'intéresser au phénomène, de le prendre en compte. Le reste ne l'intéresse pas. Nous sommes de joyeux drilles qui nous réunissons aujourd'hui, et quand les scientifiques parlent de ces joyeux drilles, ils ne leur apportent pas de crédit. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il va falloir penser aussi à la matérialité de cette composante OVNI pour rendre crédibles les choses qui se produisent peut-être autour. Mais ça, c'est pas mon sujet. Moi, mon sujet en tant que journaliste qui a été essayé d'être objectif, c'était d'essayer de m'approcher des témoins qui ont apporté par leur témoignage des preuves autant que possible physiques et qui aident la science à avancer. Oui, absolument. Tout à fait. Alors, tout à fait, monsieur, vous avez tout à fait bien raison. Alors, à l'époque, Jean-Claude Bourret, qui était très, très médiatique, car il appartenait à TF1, avait réussi à convaincre le ministre à parler. Pourquoi, à l'époque, ça a si bien marché? Je peux vous dire une chose, c'est que vous tentez maintenant de convaincre la ministre des Armées de parler du phénomène OVNI, elle ne parlera pas. Elle vous enverra une belle lettre en vous disant, il existe au CNES une cellule qui s'occupe de cette chose. Pourquoi à l'époque? À l'époque, il y avait eu une vague il y avait une vague en 1973 qui avait déferlé sur la France et qui avait donné lieu à beaucoup de reportages au sein des journaux, des radios. Et Jean-Claude Bourret, qui était très connu parce qu'il était le présentateur du journal de TF1, avait repris ça à son compte. Donc vous aviez une sensibilisation du public, et monsieur Robert Gallet avait été convaincu par Jean-Claude Bourret d'intervenir. Et c'est ce qui s'est passé. Et effectivement, Robert Gallet avait parlé des rapports détenus par la gendarmerie nationale. Eh bien, ces rapports existent. Moi, j'étais un des premiers à solliciter la lecture de ces rapports. Et dans ceux que je lisais, je me souviens, il y avait dans les années 54, 57, 60, des rapports sur lesquels étaient marqués secrets. À l'époque, on ne savait pas
comment déterminer comment définir le phénomène OVNI. À l'époque, on pensait qu'il s'agissait, du fait de la guerre froide, d'observations d'avions ou d'agents soviétiques venant enquêter en Europe. Donc on avait dit tout ce qui se rapporte à ces observations inconnues était peut-être lié à des observations faites par des militaires soviétiques qui essayaient de connaître les armements de l'OTAN. Et donc on avait mis le secret. Au bout d'un moment, quand on a commencé à faire l'épluchage de ces rapports, on a découvert que tout ce qui était décrit ne pouvait pas correspondre à des opérations militaires. Donc le secret militaire a été levé. Mais Robert Gallet a décidé d'informer le public par l'intermédiaire de Jean-Claude Bouet, parce qu'il y avait une grande sensibilisation du public à ce niveau-là. Et en 73 a eu lieu cette interview, et c'est en 77 que Claude Poher, qui était un responsable au sein du CNES des fusées, lui-même très très au courant par l'intermédiaire du GEPA, le groupement d'études de phénomènes spatiaux de René Fouéré et de Francine Fouéré, avait été sensibilisé par les rapports des témoins et avait sollicité la création du GEPA, du GEPAN, au sein du CNES. Voilà, c'est ainsi que est née cette chose-là. Mais comme vous avez très justement dit, Robert Gallet a crédibilisé le phénomène OVNI au sein de la France, à la suite de quoi le CNES a repris l'affaire en main, et nous sommes restés pendant très longtemps au sein de l'Europe et au sein du monde, le seul pays au monde à avoir créé un organisme officiel d'État qui a enquêté sur le phénomène OVNI. Mais à la suite de quoi, il n'y a pas eu de suite, on peut dire. Pourquoi ? Parce que le phénomène OVNI reste toujours en état de témoignage, de traces de plus en plus précises, si on se donne les moyens d'y aller voir. Mais comme disaient les militaires, quand on leur dit « mais vous voyez des OVNI, vous enregistrez sur vos radars, vous avez des pilotes qui interviennent, et pourquoi on ne fait pas mieux, pourquoi on ne fait pas plus ?» Eh bien, à partir du moment où les militaires acquièrent la certitude que le phénomène OVNI ne représente pas un problème de défense, le problème ne les intéresse plus. C'est un problème que la science doit prendre en main. C'est ce que répondent les militaires. Tant que les OVNI ne polluent pas, n'attaquent pas les personnes, ne produisent pas des effets d'agression par rapport aux populations, l'armée ne peut pas s'y intéresser. Elle considère qu'il s'agit plutôt d'un phénomène sociologique, plutôt d'un mythe, ou peut-être d'une énigme scientifique que les scientifiques eux-mêmes doivent prendre en charge. Alors, très bonne question. J'ai eu Jean-Jacques Velasco il y a à peu près 48 heures, qui est l'ancien responsable du CEPRA. Jean-Jacques Velasco n'exerce plus au sein du CNES les responsabilités au sein de la cellule. A été créé un comité de pilotage animé par M. Yves Sillars, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle le GIPA. Le GIPA signifie groupement d'études et d'information des phénomènes aérospatiaux. Le GIPA doit théoriquement informer les populations des conclusions auxquelles parviendront les différentes responsables qui ont été regroupés sous ce nom-là. En vérité, ça ressemble étrangement à un comité d'observation qui est susceptible de répondre à une médiatisation sur un sujet donné. Mais il n'interviendra, à mon avis, pas de manière systématique. Yves Sillars a déclaré qu'il allait créer un site internet sur lequel il donnera tous les ans, il y aura un communiqué définissant ce qu'aura perçu le GIPA, mais sur ce site internet, vous pourrez vous informer du suivi du CNES sur le phénomène OVNI. Mais en réalité, le CNES ne s'en occupe plus, c'est une sorte de comité, comme je vous expliquais, qui est en dehors du CNES, qui émettra des réflexions sur différents cas quand ils se produiront, ou peut-être sur différentes recherches qui seront proposées par des gens qui seront sensibilisés par un aspect du phénomène. Bien, Mais aujourd'hui, ce sont des organismes qui ne sont pas, qui dépendent du gouvernement, l'État. Très bien. Alors moi, je ne suis pas le représentant du GEPAN, je suis un monsieur qui a essayé d'investiguer. Eh bien, je vais vous donner une information peut-être surprenante. Je suis quelqu'un qui a essayé de défendre l'idée qu'il n'y a pas de secret sur les ovnis. Il y a pire que le secret. Il y a le non-dit. Et je vais vous raconter un petit détail.
Je suis donc accrédité défense, je reçois la littérature qui est envoyée par le ministère de la Défense comme tous les journalistes accrédités. Et il existe un petit opuscule que nous recevions qui s'appelle Actu Défense. Dans Actu Défense, vous pouviez lire les questions des citoyens au ministre des Armées qui étaient retransmis par l'Assemblée nationale. Et vous aviez la réponse du ministre dans Actu Défense que devait théoriquement retransmettre le journaliste accrédité. Dans cet Actu Défense, vous aviez aussi les différentes commissions qui se réunissaient et les différents regroupements qui pouvaient étudier sur un cas donné, etc. Et un jour, je lis création du comité du Conseil scientifique de défense. Ça se passait en 98. Ce Conseil scientifique de défense était défini comme pouvant s'intéresser aux différentes menaces, aux différents armements, et aux choses qui devaient sensibiliser les responsables de ce Conseil scientifique de défense. Ce Conseil scientifique de défense, en 98, stipulait qu'il avait été créé en 86. Ce Conseil scientifique de défense créé en 86 était présidé en 86 par Hubert Curien. Hubert Curien, pour ceux qui ne savent pas, était le directeur du CNES dans les années 80. Il était aussi le directeur qui était le responsable d'un autre conseil scientifique au sein du GEPAN, c'est-à-dire au sein de l'unité de recherche sur les ovnis au sein du GEPAN. Quand le conseil scientifique de défense est créé, qui n'existait pas avant, c'est M. Hubert Curien, grand spécialiste des ovnis au sein du conseil, qui le préside. Ça veut dire que le ministère des Armées crée une section, un comité, un conseil scientifique de défense qui possédait à sa tête le plus grand spécialiste OVNI de la France et qui détenait des dossiers. Ce conseil scientifique de défense se réunit en 98 avec d'autres personnes et dans la liste que je possède, je vois, quand j'ai vu nommer M. Yves Sillars, qui est maintenant le responsable du GIPA, je retrouve le nom de Yves Sillars en 1998. C'est vous dire que ce comité scientifique de défense, au sein du ministère des Armées, est composé à chaque fois de 2 ou 3 personnes qui sont à la pointe de la connaissance du phénomène OVNI. Ça veut dire que ce conseil scientifique de défense, s'il se passe un phénomène OVNI, est tout de suite prévenu, est tout de suite susceptible de faire intervenir des militaires. Et quand il se réunit, il n'est pas obligé de communiquer, car il s'agit de la défense nationale. Donc, si vous voulez, ça paraît, toute cette histoire de conseil scientifique, ça doit vous faire drôle, etc. Mais c'est par l'intermédiaire de cet organisme très peu connu du public, car les journalistes qui ont lu cette Actu Défense comme moi ne sont pas des spécialistes du phénomène OVNI. Ceux qui sont accrédités défense, pour eux, les ovnis, c'est de la connerie. Mais ils ne possèdent pas le nom des gens qui sont spécialistes du phénomène. Donc, ils n'ont pas fait le rapport. Et moi, je peux vous dire qu'en tant que spécialiste et en tant que branché du CNES, je peux vous dire qu'il existe donc un organisme au sein du ministère des Armées qui, à tout moment, peut intervenir sur un phénomène OVNI et peut, à tout moment, décréter des éléments et des choses et des conclusions sans communiquer au public. Et c'est ça, je trouve, la chose la plus importante. C'est ce non-dit qui permet à des hommes, tranquillement, alors qu'il existe théoriquement au sein du CNES un organisme susceptible de renseigner le public, un organisme d'État peut très bien avoir des informations et ne pas communiquer. Alors moi, écoutez, ce que vous venez de dire, je partage sans partager. Vous venez de parler de croyance. Il faut justement quitter ce domaine de croyance. Il faut essayer de faire en sorte qu'on quitte les affabulations, etc. Quand vous dites que ces gens sont grassement payés et qu'ils nous cachent, ils ne savent pas plus que vous. Un témoin qui a vu quelque chose en sait plus que nous tous. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous, tant que le... Pas du tout. Enfin, non, je pense que vous faites erreur. Moi, je vous ai parlé de mon expérience d'enquêteur
qui a essayé d'approcher la chose. Vous devez le prendre comme tel, c'est-à-dire quelqu'un qui a essayé d'approcher des groupes officiels et qui a essayé en tant que journaliste de faire... Si vous aviez lu mes 2 livres, vous sauriez que je n'ai pas du tout l'intention de discréditer les gens qui voient et ceux qui savent, mais ma démarche, moi, est celle du garçon qui essaie de s'interroger avec des choses beaucoup plus matérielles que du rêve et que des extrapolations. Ça, c'est... Oui, voilà, on a une démarche différente. Ah d'accord, si vous voulez. Je suis désolé, mais moi, ma démarche, je ne pense pas a été celle-ci. Moi, je suis témoin. De toute façon, je pense que mon tas de passage est révolu. Et voilà, on colorera le débat. Merci.